En 1898, une personne vraiment unique a vu le jour à Boston, dans le Massachusetts. Il s'agit de William James Sidis. Son père, Boris, était un psychologue réputé et sa mère, Sarah, un médecin. Ils se sont rendus compte que leur fils était spécial alors qu'il était encore tout petit. Un jour, sa mère le trouva en train d'écrire une lettre. C'était avant son premier anniversaire. Puis un autre jour, ses parents le virent lire attentivement le New York Times en comprenant tous les mots. Il n'y a rien d'inhabituel à cela, si ce n'est le fait que William avait moins de 2 ans. Ses parents comprirent alors que c'était un génie. Ils dépensèrent les économies de la famille pour acheter des livres, des cartes, des manuels scolaires et des dictionnaires afin de soutenir leur fils et de lui apporter de nouvelles connaissances. À 4 ans, William lisait les écrits d'Homère en version originale. À 6 ans, il se plongeait dans l'œuvre d'Aristote. À l'âge de 6 ans encore, il terminait d'écrire son 4e livre. L'un de ses livres était un ouvrage d'anatomie. À l'âge de 8 ans, William parlait et écrivait couramment l'anglais, le latin, le français, le russe, l'hébreu, le turc et l'arménien. Mais cela ne lui suffisant pas, il inventa sa propre langue. Ses parents étaient un peu surpris par ses capacités. Ils se rendirent compte qu'il était trop intelligent pour fréquenter une école ordinaire. Il était plus intelligent que tous les enseignants et les élèves réunis. À l'âge de 9 ans, William réussit haut la main tous ses examens et fut accepté à Harvard. Mais le règlement de cette grande école ne lui permettait pas d'y entrer à un si jeune âge. Alors, pendant encore 2 ans, il continua à fréquenter son ancienne école et à s'y ennuyer. Il n'arrêta pas pour autant d'écrire des livres. Il termina un roman, quelques poèmes en français et la constitution d'une utopie fantastique. C'est bien ce qui distinguait William des autres prodiges. Un jeune génie commence généralement par apprendre une seule science. Mais notre héros s'intéressa et réussit dans des domaines de connaissances extrêmement variés. Mathématiques, astronomie, langue, politique, biologie, philosophie et bien plus encore. Enfin, William eut 11 ans. On le laissa étudier à Harvard. Tous les élèves et les professeurs étaient surpris de voir un élève aussi jeune. Mais surtout, c'est l'étendue de ses connaissances qui les éblouissait. Certaines personnes l'admiraient, d'autres le trouvaient bizarre. William s'en sortit très bien à Harvard, passa facilement tous ses examens et donna même des conférences au club de mathématiques. Le sujet de ces conférences était l'un des plus difficiles de cette discipline, les corps quadridimensionnels. Non seulement les étudiants, mais aussi une centaine de professeurs d'université assistèrent à ses cours. Pour la plupart des gens, ces conférences étaient trop difficiles. Mais les rares personnes qui comprenaient ce dont William parlait étaient stupéfaites par ses connaissances vraiment pointues. Ses professeurs pensaient que William deviendrait un grand astronome et mathématicien. Il découvrirait de nouveaux mondes, ferait des découvertes, inventerait de nouvelles façons d'étudier l'astronomie. Il deviendrait probablement le plus grand mathématicien du monde. Malheureusement, les connaissances ne suffisent pas pour réussir dans la vie. William n'arrivait pas à se faire des amis à l'université. De nombreux étudiants ne le comprenaient pas et ne voulaient pas se lier à lui. William fut diplômé de Harvard à l'âge de 16 ans. Il essaya de s'intégrer dans le vaste monde, de mener une vie heureuse, mais il n'y arrivait pas. Après Harvard, il trouva un emploi dans une autre école du Texas. William enseigna les mathématiques, mais sa carrière d'enseignant se termina rapidement. La direction de l'école lui demanda de quitter son poste car il était beaucoup plus jeune que tous les enseignants et que tous les élèves. Les gens n'aimaient pas devoir apprendre d'un homme aussi jeune. Parallèlement à cela, William devenait une célébrité. Les journaux écrivaient sur lui et les journalistes l'interviewaient. Mais William ne supportait pas d'être le centre de l'attention. Il décida donc de s'éloigner de tous ceux qui le connaissaient et de mener une vie tranquille. Au cours des années suivantes, William se déplaça de ville en ville et vécut sous différents noms, pour que personne ne découvre qui il était. Il tenait des emplois ordinaires comme tourneur, serrurier et comptable dans une petite entreprise avec de petits salaires. Lorsque les gens le reconnaissaient, William déménageait dans une nouvelle ville. Il continuait à écrire des livres. Il termina un ouvrage de 1200 pages sur l'histoire des États-Unis. Il collectionnait les billets de train et de tramway et écrivit un livre à leur sujet. Il écrivait aussi sur les sciences et l'astronomie. Il publiait tous les livres sous différents noms. Malheureusement, il n'avait pas beaucoup de succès et ne lui rapportait pas d'argent. Nous ignorons encore aujourd'hui le nombre de livres qu'il a écrits sous tous ses noms d'emprunt. Des années plus tard, l'un de ses livres serait vendu aux enchères pour plusieurs milliers de dollars. Il parlait couramment 40 langues, mais certains experts et biographes affirment qu'il en connaissait en vérité plus de 200. William mena une vie tranquille et probablement heureuse. Il travaillait comme charpentier à New York, vivait dans un appartement modeste et voyait ses amis. Les biographes qui étudient sa vie disent que les gens qui étaient proches de William l'adoraient.
Tout le monde l'a décrit avec des mots exceptionnellement doux. Il semble donc que William ait été heureux à l'âge adulte, malgré une jeunesse un peu difficile. Mais certains experts pensent qu'il a été malheureux toute sa vie. Puis, en 1937, son quotidien fut transformé par sa rencontre avec une femme qui devint son amie. Elle lui rendait visite et ils discutaient de divers sujets. Les choses se passaient bien. William était heureux d'avoir une nouvelle amie. Mais bientôt, un long reportage fut publié sur lui dans un magazine célèbre. Il décrivait sa vie en détail et sous un mauvais jour. Dans cet article, William apparaissait comme un fou solitaire. Il s'avéra que sa nouvelle amie était en fait journaliste et qu'elle s'était rapprochée de William dans l'intention d'en apprendre le plus possible sur sa vie. Maintenant, des centaines de milliers de personnes avaient une fausse image de lui. Mais William décida de se défendre et de poursuivre le magazine pour atteinte à sa vie privée. Au bout d'un certain temps, William perdit son procès. Malgré sa vie secrète, le juge le considérait comme une personne publique et il ne trouvait rien de mal à ce que les gens apprennent des choses sur la vie d'un personnage comme lui. Il quitta sa maison et recommença à se cacher des gens. Personne ne sait comment il passa sa vie pendant les années suivantes. En 1944, il décéda à l'âge de 46 ans. Il n'était pas riche à ce moment-là et travaillait comme employé de bureau. Il n'avait pas d'argent sur son compte. Il n'avait pas d'amis autour de lui. Personne ne sait ce qu'il fit de ces dernières années. Presque personne ne le comprit de toute sa vie. Qui sait quel succès il aurait pu atteindre si les gens avaient été plus gentils avec lui. Au cours de sa vie, William passa plusieurs tests de QI. À chaque fois, les résultats montrèrent clairement qu'il était un génie. Albert Einstein avait un QI de 160 points. Léonard de Vinci aurait eu un QI de 180 points. Et Isaac Newton de 190 points. William Sidis avait un QI situé entre 250 et 300 points. Il était probablement la personne la plus intelligente de l'histoire. La vie d'un grand nombre de personnes intelligentes montre qu'avoir un QI de génie ne suffit jamais. Une intelligence élevée ne garantit pas le succès. Il est important d'avoir également une intelligence sociale. C'est-à-dire savoir comment se comporter en public, comment s'adresser correctement aux gens et comment leur plaire. De nombreuses personnes peuvent intuitivement deviner ce que ressent leur interlocuteur. Ils savent comment et quand poser la bonne question et donner la bonne réponse. Une personne pourrait peindre des tableaux incroyables, mais ne jamais savoir comment les présenter correctement. Par conséquent, ses œuvres pourraient paraître tout à fait communes du vivant de l'artiste. Un violoniste de génie qui ne sait pas organiser sa carrière peut se retrouver injustement à la rue toute sa vie. Il est important de savoir présenter son talent de manière à ce que les autres le perçoivent. De nombreux génies vécurent en ermite et connurent des difficultés parce qu'ils ne réussirent jamais à se faire reconnaître. Il existe des gens pour qui la génétique n'a aucun secret, mais qui ne savent pas comment se comporter à une fête. Des personnes mal intentionnées manipulent souvent les génies à des fins égoïstes en les trompant. De l'autre côté, certaines personnes à l'intelligence moyenne obtiennent des postes de haut niveau, deviennent célèbres et réussissent grâce à leur intelligence sociale et à leur travail acharné. Nous sommes en Angleterre, dans le village de Turville, en 1871. Dans une rue de ce village se trouve une maison particulière. Elle n'est pas différente des autres, mais beaucoup de gens restent devant et attendent quelque chose. Les portes de la maison s'ouvrent. Plusieurs adultes en sortent, ils ont l'air surpris et disent que toutes les rumeurs se sont avérées vraies. Une femme sort sur le porche et invite d'autres personnes à entrer. Tu en fais partie. Tu entres, tu te diriges vers la chambre et tu vois une fille de 11 ans qui dort sur le lit. Elle a l'air pâle et mince. Malgré les conversations bruyantes des gens dans la pièce, elle ne se réveille pas. Sa mère dit que cela fait 6 mois qu'elle s'est endormie. Tu quittes la pièce et les personnes suivantes entrent pour voir de leurs propres yeux la fille endormie. Ceci est l'histoire du sommeil le plus long de l'histoire. Le record appartient à une fille nommée Helen Sadler qui a dormi pendant 9 ans. Elle est née dans le village anglais de Turville, dans la seconde moitié du 19e siècle, dans une grande famille. Helen était le 12e enfant de la fratrie. Ses parents n'étaient pas riches et travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Ils ont appris à leurs enfants à les aider dès leur plus jeune âge, et Helen ne faisait pas exception. Quand elle a eu 11 ans, elle a quitté la maison pour travailler comme nounou dans une ville voisine. Alors qu'elle était loin de sa famille et entourée d'inconnus, Helen a commencé à se sentir mal. Elle avait des maux de tête et ressentait une certaine somnolence. Ces symptômes sont devenus si graves que la jeune fille ne pouvait plus travailler correctement.
Elle est retournée chez elle au village et ses parents l'ont envoyée à l'hôpital. Les médecins ne savaient pas comment l'aider car ils ne parvenaient pas à diagnostiquer son mal. Ils ont passé 18 semaines à essayer de guérir la pauvre fille, mais elle était toujours malade. Hélène a fini par être renvoyée de l'hôpital. Après être rentrée chez elle, elle a continué à souffrir de graves maux de tête et de somnolence. Elle se sentait de plus en plus mal. Et puis, un jour, elle s'est tranquillement allongée dans son lit et s'est endormie. Elle ne s'est réveillée qu'au bout de 9 ans. Pendant tout ce temps, la mère de la jeune fille s'est occupée d'elle. Elle lui a donné du lait et du thé. La fille endormie perdait du poids et de la force. Bientôt, tout le village a appris l'existence d'Hélène. Les gens ont commencé à venir chez elle pour assister à ce phénomène inhabituel. Ils la regardaient, essayaient de la réveiller et parlaient d'elle à leurs amis. La nouvelle de la jeune fille endormie s'est répandue dans tout le pays. Hélène est devenue une attraction. Des gens de toute l'Angleterre venaient voir la fille qui dormait depuis plusieurs années. Ils ont surnommé la maison où vivait la famille d'Hélène le chalet endormi. Des médecins et des journalistes y venaient. Un journaliste du Daily Telegraph a décrit que le corps de la fille était faible et mou. Ses pieds étaient glacés et ses lèvres étaient bleues. La respiration de l'enfant était à peine perceptible. Il semblait que la vie quittait lentement son corps. La famille de la jeune fille a reçu des dons pour les soins de la fille. Mais beaucoup de gens ont pensé que c'était de la comédie. Pour une raison inconnue, la mère n'a pas permis au médecin de rester longtemps avec Hélène. Certains ont dit que sa mère lui donnait des somnifères tous les jours pour ne pas la laisser se réveiller. Et puis, quelqu'un a affirmé qu'il avait vu une fille éveillée assise près de la fenêtre. De plus, la mère de la fille a rejeté la proposition des médecins de procéder à un examen médical dans un hôpital de Londres. Il est peu probable qu'on découvre toute la vérité à son sujet, puisqu'il n'y a pas eu de diagnostic officiel de la part des médecins. Il est possible que la fille soit tombée dans le coma ou ait souffert d'une autre maladie inconnue de la science au XIXe siècle. Il pourrait s'agir d'un trouble chronique du sommeil ou narcolepsie qui conduit à des excès de somnolence incontrôlables. Tu peux marcher dans la rue et avoir tellement envie de dormir que tu tombes par terre. Hélène a grandi dans une famille nombreuse et s'est habituée très tôt à travailler dur. Peut-être que la fatigue intense et le manque de sommeil ont provoqué cette narcolepsie. Quoi qu'il en soit, cette histoire s'est bien terminée. Un jour, Hélène Sadler s'est réveillée. Elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé et a été très surprise lorsque sa famille lui a raconté le rêve qui durait depuis 9 ans. La croissance de la jeune fille a été un peu ralentie et sa vue s'est détériorée, mais sa santé n'était pas en danger. Hélène s'est mariée et a eu 6 enfants. En 1911, à l'âge de 50 ans, elle est décédée. Intéressons-nous maintenant à l'histoire totalement opposée de la personne qui a établi un record de la plus longue durée sans dormir. En janvier 1964, Randy Gardner, un lycéen de 17 ans, a affirmé être resté éveillé pendant plusieurs semaines. L'expérience a commencé en décembre et s'est terminée en janvier. Et à la fin de cette période, il se sentait plutôt normal. Cet événement a été inscrit dans le livre Guinness des records et a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Randy voulait mener un projet scolaire scientifique lié au sommeil. Il devait rester éveillé le plus longtemps possible et son ami devait s'assurer qu'il était toujours éveillé. Au début, tout s'est bien passé. L'ami de Randy tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet. Randy a tenu le coup facilement pendant les 2 premiers jours. Au bout de 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles ont commencé à décliner. Le 4e jour, Randy s'est senti malade. Il a marché dans sa maison et a reniflé des agrumes. L'odeur des citrons et des oranges l'a aidé à se débarrasser de cet état maladif. Pendant la journée, Randy jouait au basket et allait au bowling avec ses amis. Les soirées étaient ennuyeuses car il ne savait pas quoi faire. Mais malgré tout, Randy ne se couchait toujours pas. Au bout d'une semaine, Randy a montré d'excellents résultats au basket. Ses aptitudes physiques n'avaient pas changé. Son discours était clair et logique. À ce moment-là, les médias de tout le pays parlaient de Randy et de son expérience. Il est devenu une célébrité, et cela l'a aussi aidé à rester éveillé. Des scientifiques sont venus voir Randy. À l'aide de questions mathématiques, ils ont testé ses capacités intellectuelles. Et là, il a montré de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème mathématique, mais il a oublié ce qui se passait et ce qu'il était en train de faire. Les scientifiques ont scanné son cerveau et ont enregistré les données de son activité.
Puis, le 8 janvier 1964, à 2h du matin, Randy a battu le précédent record de temps sans sommeil. Il était resté éveillé pendant 264 heures. Les scientifiques ont placé des électrodes sur sa tête lorsqu'il s'est endormi et ont observé l'activité cérébrale. Randy s'est réveillé après quelques heures de sommeil pour aller aux toilettes. Ensuite, il s'est recouché et ne s'est levé qu'après 14 heures de sommeil. Il est retourné à l'école de très bonne humeur. Tout le monde était choqué. Il semblait que cette expérience a priori traumatisante pour le cerveau n'avait pas eu de conséquences négatives pour Randy. Il a continué à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Les scientifiques ont analysé les résultats des recherches sur le cerveau et ont découvert que le cerveau de Randy dormait légèrement pendant tout ce temps. On appelle cela des micro-sommeils. Et ce qui est curieux, c'est que la personne qui en fait l'expérience peut ne même pas remarquer qu'elle est techniquement en train de dormir. Plusieurs années ont passé et tout le monde a oublié cette histoire. Randy a grandi. Un jour, un journaliste s'est souvenu de l'expérience de Randy et l'a interviewé. Il a admis que l'expérience ne s'était pas passée sans laisser de traces. Pendant de nombreuses années, Randy a souffert de graves insomnies. Cela le rendait fou. Il a consacré beaucoup de temps et d'efforts pour surmonter cette maladie. Heureusement, il a réussi à adapter son régime de sommeil. Randy dormait 6 heures par jour et ça lui suffisait. Répéter cette expérience est une mauvaise idée. Même 2 jours sans sommeil représentent un stress important pour le corps. Pendant des milliers d'années, les gens ont survécu à la faim et à des conditions de travail difficiles. Notre cœur est entraîné à subir des charges élevées et notre corps peut survivre à des situations difficiles. Mais dans toute l'histoire de l'humanité, notre corps n'a jamais eu à faire face au manque de sommeil. L'évolution ne nous a pas appris à surmonter des nuits blanches sans conséquences. C'est pourquoi se priver de sommeil est si mauvais pour notre santé. Tu t'aimes plus que quiconque. Tu n'as aucun doute sur ta beauté. Tu es persuadé que tu es plus beau, plus intelligent et plus charmant que les autres. Tu es le meilleur. La seule personne que tu regardes avec adoration, c'est toi dans le miroir. Bravo, tu es probablement atteint de narcissisme. Le mot qui décrit cette condition mentale inhabituelle est apparu dans les temps anciens. Selon la mythologie grecque, Narcisse était un personnage fascinant. Son histoire nous apprend que trop d'amour de soi peut causer des problèmes. Et il y a des raisons pour lesquelles les gens ont un comportement narcissique. Mais avant de les découvrir, jetons un coup d'œil au mythe. Il existe plusieurs versions de l'histoire de Narcisse. Il était le fils de 2 créatures mythologiques. Lorsqu'il est né, une diseuse de bonne aventure a dit à ses parents « Votre fils restera en vie jusqu'à ce qu'il voie son propre reflet. » Ils ont donc retiré tous les miroirs et les objets réfléchissants de la maison. Narcisse était un beau jeune homme. Tout le monde admirait sa beauté. Les nymphes et les filles de la région étaient amoureuses de lui. Mais Narcisse n'aimait personne. Ce qu'il aimait, c'était se promener en forêt, manger des fruits et écouter le chant des oiseaux. Et puis, un jour, une nymphe nommée Écho l'a vu se promener parmi les fleurs et les arbres. Elle est tombée amoureuse de lui à la seconde même. Après un certain temps, elle lui a fait part de ses sentiments. Mais Narcisse l'a rejetée. Cela a brisé le cœur d'Écho. Elle s'est enfuie et s'est cachée dans les profondeurs de la forêt. Elle ne pouvait plus ni boire ni manger à cause de sa tristesse, si bien qu'elle a fini par mourir. La seule chose qui est restée d'elle était sa voix. Elle résonnait dans les arbres et les buissons. Et une personne nommée Némésis l'a entendue. Elle était outrée que Narcisse ait rejeté la nymphe, si bien qu'elle a décidé de le punir. Némésis l'a fait tomber amoureux de lui-même. Un jour, Narcisse a vu son reflet dans l'étang et n'a pas pu en détacher son regard. Il s'est regardé avec amour pendant de nombreuses semaines, jusqu'à ce que la vie le quitte, puisqu'il n'a rien bu ni mangé pendant tout ce temps. Narcisse a disparu, mais a laissé derrière lui une belle fleur près de l'étang. Cette fleur a été nommée d'après lui. Dans une autre version, Héra a puni la nymphe Écho pour une mauvaise conduite avec Zeus. Héra a fait en sorte qu'il lui soit impossible de parler normalement. À partir de ce moment, elle ne pouvait que répéter ce qu'elle entendait. Si on lui demandait « Est-ce un oiseau ou un dinosaure ?», elle répondait « Est-ce un oiseau ou un dinosaure ?» Ça devenait vite agaçant. Écho ne voulait pas vivre avec une telle malédiction. Alors, elle s'est cachée dans une grotte sombre et a décidé d'y rester jusqu'à la fin de ses jours. Un peu de temps a passé, puis elle a remarqué Narcisse qui passait par là. La nymphe a immédiatement trouvé un nouveau sens à la vie car elle est tombée amoureuse du jeune homme.
Mais comment lui avouer ses sentiments? Elle ne pouvait pas lui parler normalement. Par conséquent, Echo a décidé de demander de l'aide à la forêt. Elle avait quelques aptitudes magiques qui lui permettaient de contrôler les animaux et les arbres. Elle a utilisé des oiseaux et des feuilles d'arbres pour transmettre ses sentiments avec Narcisse. Le jeune homme a immédiatement compris que la nymphe était amoureuse de lui. Mais il a dit non sans hésiter. Il était trop intéressé par lui-même et ne voulait pas se partager avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être n'aimait-il personne du tout. Peut-être cherchait-il son idéal de beauté qui n'existait pas dans la nature. Echo, déjà malheureuse, est devenue encore plus triste. Elle est retournée dans sa grotte et s'est mise à pleurer. Elle ne pouvait ni manger ni boire. Elle a décidé qu'elle resterait ici pour toujours. Dans les derniers instants de sa vie, Echo a demandé à Némésis de rétablir la justice et de punir Narcisse pour son arrogance. Némésis l'a donc privé de la possibilité d'aimer quelqu'un d'autre et l'a forcé à n'aimer que lui-même. Par une chaude journée, Narcisse s'est rendu à l'étang pour se rafraîchir un peu. Il s'est agenouillé pour boire un peu d'eau et il a vu son reflet. À ce moment-là, les paroles de la prophétesse se sont réalisées. Narcisse était tellement émerveillé par sa beauté qu'il ne pouvait pas détacher ses yeux de la surface de l'étang. Il était tellement captivé qu'il a arrêté de manger et de boire. L'eau était juste devant lui, mais il n'a pas étanché sa soif car sa beauté l'obsédait. Narcisse s'est penché si bas qu'il est tombé dans l'eau et n'a plus jamais refait surface. Les nymphes de la forêt n'ont pas pu le retrouver. De nombreuses femmes étaient en deuil. Une belle fleur aux pétales blancs est apparue sur la rive de l'étang. Elle a reçu le nom du beau jeune homme. Pendant que les nymphes le pleuraient sur terre, Narcisse était aux enfers. Et même là, il ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'admirer. Narcisse était condamné à regarder son reflet dans le fleuve Styx pour toujours. Son amour de soi l'hypnotisait. Le regard éternel dans son reflet le rendait infiniment malheureux et heureux en même temps. Un tel personnage ne suscite aucune sympathie car les gens n'aimaient pas les personnalités narcissiques. Mais une autre version de la célèbre légende justifie les actions du jeune homme. Un célèbre voyageur et géographe grec a écrit dans l'un de ses livres, Description de la Grèce, que Narcisse avait une magnifique sœur jumelle. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Un jour, elle est tragiquement décédée. Le chagrin a brisé le cœur de Narcisse. Mais il a ensuite vu son reflet et n'a pas pu en détacher ses yeux. Non pas parce qu'il était tombé amoureux de lui-même, mais parce que son visage lui rappelait sa sœur. Il continuait à se regarder parce qu'il ne voulait pas se séparer d'elle à nouveau. Cette histoire est encore plus triste, mais dans tous les cas, ce sont des mythes qui nous donnent une description assez précise de la personnalité narcissique. Les narcissiques pensent toujours à leur succès, à leur éclat, à leur beauté et à un amour parfait avec des personnes idéales. Ils sont sûrs d'être uniques et meilleurs que les autres. Ils n'acceptent d'interagir qu'avec ceux qui ont le même niveau d'unicité qu'eux. Les narcissiques vivent dans un monde imaginaire sur leur grandeur. Il n'y a rien de mal à ce que les gens s'aiment, mais parfois cet amour devient trop fort. Il est difficile d'avoir une relation avec les narcissiques, car ils ne se concentrent que sur eux-mêmes et n'ont pas d'empathie. Ils ne savent pas lire les sentiments des autres. Tu pleures devant un film triste, mais un narcissique est mal équipé pour comprendre tes émotions. Malgré ces défauts, les narcissiques sont des personnes très charmantes. On s'amuse toujours avec eux et ils savent comment te faire rire et attirer ton attention. Après tout, lorsqu'une personne s'aime, elle devient attirante aussi pour les autres. Tu veux sauter en parachute? Pas de problème. Et si on s'envolait pour l'autre bout du monde tout de suite? Bien sûr, pourquoi pas? Tout a l'air génial au premier abord. Mais tu réalises ensuite qu'il est difficile d'être ami avec cette personne, car avec elle, tu ne peux pas partager la joie, la tristesse et d'autres sentiments. Maintenant, ne va pas croire que les narcissiques ont un caractère si complexe parce qu'ils ne sont pas des gens bien et qu'ils aiment ça. Une telle personnalité se développe au fil des ans, mais tout commence dès le plus jeune âge. Imagine que tes parents te félicitent dès ton enfance, uniquement pour tes réalisations et ton apparence. Tu as gagné la compétition de natation? Bravo! Tu as réussi l'examen? Génial! Tu es si beau, te disent tes parents. Beau travail, tu deviendras un grand médecin ou un brillant avocat. Ça a l'air chouette, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ton état intérieur, tes sentiments? Si tu ne les vois pas en toi, alors tu ne pourras pas les apprécier chez les autres. Tu ne prêteras attention qu'à ta supériorité et à ton sentiment de réussite parce que tes parents ne t'ont aimé que pour ça. En fin de compte, tu apprécieras aussi les autres pour ces qualités.
S'ils sont aussi populaires, qu'ils ont du succès et qu'ils sont encore plus géniaux, alors seulement ils mériteront ton attention. Peut-être que les parents mythologiques du personnage de Narcisse ont tellement admiré sa beauté qu'ils ont oublié la formation morale de leur fils. Toute personne a besoin qu'on fasse attention à ses émotions et à son état intérieur, pour éviter que se forme un vide émotionnel à l'intérieur. Les personnes narcissiques essayent de le combler par un sentiment d'admiration et de louange, mais ça ne peut pas remplacer l'amour. C'est pourquoi tant de narcissiques souffrent intérieurement. Heureusement, les progrès modernes de la psychologie peuvent les aider à se débarrasser du narcissisme. Le médecin va essayer de guider le patient à travers les sentiments et les émotions qu'il a éprouvés dans un passé lointain. Il essayera de trouver les raisons qui ont fait d'eux des narcissiques. C'est une thérapie longue et complexe, mais elle est plutôt efficace. Il est difficile d'obliger une personne qui s'admire à la suivre. Si elle accepte la thérapie, elle reconnaît que quelque chose ne va pas chez elle. Or, une telle prise de conscience est un test difficile pour ceux qui s'aiment trop. On dit que rien n'est jamais perdu. Et c'est vrai, découvrons des navires figés dans le temps. Le premier est vraiment fascinant. Voici l'épave d'Anticythère. C'est un navire de commerce grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il est situé sur la côte est de l'île grecque d'Anticythère, au point de convergence des mers Égée et Méditerranée. Environ 2000 ans plus tard, en 1900, un groupe de plongeurs grecs à la recherche d'éponges a découvert l'épave. Ils se rendaient en Tunisie, mais ont été obligés de se mettre à l'abri d'une tempête sur une île voisine. Comme ils ne pouvaient aller nulle part à cause de la tempête, ils ont décidé de chercher des éponges jusqu'à ce que le temps se calme. L'un des plongeurs a découvert l'épave du bateau à une profondeur d'environ 40 mètres. La chasse aux éponges s'est donc transformée en chasse au trésor. Le capitaine du bateau des plongeurs a informé les autorités grecques de leur trouvaille et 2 autres navires ont été envoyés vers l'épave. L'opération de récupération a été couronnée de succès et les artefacts se trouvent désormais au Musée national archéologique d'Athènes. Ils comprennent 3 chevaux en marbre, grandeur nature, des bijoux, des pièces de monnaie et des centaines d'œuvres d'art, dont une statue colossale d'Héraclès de 2 mètres de haut. Parmi ces trésors, l'éphèbe d'Anticythère, une statue en bronze d'un jeune homme, a attiré davantage l'attention que les autres. Car l'éphèbe ne correspond à aucun modèle iconographique familier et il n'existe aucune copie connue de son type. Il tient un objet sphérique dans sa main. Les experts ont émis différentes hypothèses sur l'identité de ce personnage, mais elles ne font pas encore l'objet d'un consensus. Plus de 70 ans plus tard, Jacques-Yves Cousteau et son équipe se sont rendus dans la région et ont récupéré des centaines d'autres artefacts, ainsi que les restes de 4 personnes. Fait intéressant, ils ont aussi découvert un ensemble complexe d'engrenages imbriqués capables de prédire le mouvement du Soleil, de la Lune et de plusieurs planètes. Le mécanisme peut aussi indiquer les heures des éclipses solaires et lunaires des années à l'avance. Cette machine d'Anticythère est donc une espèce de calendrier informatique précoce. Il s'en servait pour planifier des événements importants comme les activités agricoles, les rituels religieux et les Jeux olympiques. Ces artefacts, trouvés dans l'épave d'Anticythère, font partie des découvertes les plus importantes de l'archéologie moderne. Rien que la machine elle-même a changé notre perception des limites de la technologie antique. Ce mécanisme repose sur une conception sophistiquée et a été fabriqué il y a plus de 1000 ans. Même après toutes ces découvertes étonnantes, les experts pensent que le site de l'épave demeure largement inexploré. C'est surtout à cause de son emplacement et de la configuration des fonds marins sur lesquels repose le navire. L'épave est trop profonde pour les plongeurs en scaphandre autonome, mais trop peu profonde pour utiliser un submersible. Une étude réalisée sur le fond marin en 2012 a révélé la présence d'une 2e épave, environ 245 mètres plus au sud. Il est clair que cette zone a beaucoup à offrir à l'humanité. Mais l'aurions-nous découverte si ces chasseurs d'éponges n'étaient pas allés l'explorer ? Les scientifiques ont trouvé une épave en Antarctique au fond de la mer de Weddell, 107 ans après son naufrage. Le nom du navire était l'Endurance. C'était le navire perdu de l'explorateur Sir Ernest Shackleton. Les scientifiques qui l'ont trouvé des décennies plus tard affirment qu'il faisait partie des plus grandes épaves perdues de tous les temps. C'est pourquoi ils ont filmé toute la découverte. La vidéo montre les restes de l'Endurance et prouve qu'il est encore dans un état remarquable. Il est resté à 3000 mètres de profondeur pendant plus d'1 siècle et pourtant, on dirait qu'il a coulé très récemment.
L'histoire est la suivante. Le navire a été écrasé par la glace et a coulé en 1915. Shackleton et son équipage ont dû embarquer dans de petits canots de sauvetage. À partir de ce moment-là, la survie a commencé. Shackleton a réussi à mettre son équipage en sécurité. Puis, le navire a coulé. C'est une histoire assez épatante. Mais pourquoi les scientifiques ont-ils accordé tant de valeur à ce navire ? Tout d'abord, l'expédition impériale transantarctique de Shackleton naviguait pour effectuer la première traversée terrestre de l'Antarctique. Oui, l'équipage s'est retrouvé piégé dans la glace, mais l'intention était louable. Deuxièmement, le défi même de trouver l'épave était de taille. La mer de Weddell est presque toujours recouverte d'une épaisse couche de glace, cette même glace qui a fait couler l'Endurance. S'approcher du lieu présumé du naufrage est très difficile, sans parler de la possibilité de mener des recherches. Les experts ont prévu le moment où l'étendue de la glace de l'Antarctique serait la plus mince, grâce aux images satellites. Ils ont également choisi un moment où la météo était en leur faveur pour lancer une expédition. Le docteur John Shears a déclaré qu'ils ont réussi à mener à bien la recherche d'épave la plus difficile au monde en luttant contre une glace en constante évolution, les blizzards et des températures descendant à moins 18 degrés Celsius. Et c'était des conditions plutôt clémentes pour la région. Enfin, regarde comme ces poutres sont bien conservées. On peut même encore lire le nom du navire. L'archéologue marin Mensun Bunt affirme que c'est la plus belle épave de bateau en bois qu'il ait jamais découverte. Or, il a 50 ans de carrière, donc ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais comment se fait-il que le bois n'est pas pourri ? Le docteur Michel Taylor, biologiste polaire des profondeurs, affirme que le bois s'est peu détérioré car les créatures mangeuses de bois ne se trouvent pas dans cette région sans forêt de l'Antarctique. Les ouvriers d'une mine de charbon dans l'est de la Serbie ont découvert 3 épaves de navires qui se trouvaient là depuis au moins 1300 ans. La plus grande provient d'une flotte de l'ancien empire romain. Elle mesure environ 15 mètres de long et a un fond plat. On estime que le navire pouvait transporter un équipage de 30 à 35 personnes. En regardant sa coque, tu peux voir les marques de réparation. Cela nous donne un aperçu de ce qui se passait il y a plus de 1000 ans. Les 2 plus petits navires, quant à eux, correspondent aux descriptions de bateaux utilisés par les groupes slaves pour attaquer la frontière romaine. Ces 2-là ont été découverts sous la boue et l'argile dans le lit d'une ancienne rivière. Apparemment, à cette époque, il y avait une base romaine dans un endroit appelé Viminatium. Il est intéressant de noter que Viminatium était une capitale de province dont la population était estimée à 40 000 habitants au IVe siècle de notre ère. À titre de comparaison, elle était encore plus grande que Pompéi. La mine de charbon de Kostolac recèle bien des trésors. Les archéologues y avaient déjà trouvé des preuves d'une ancienne activité humaine et animale. Ainsi, en 2012, les experts ont trouvé les os d'au moins 5 mammouths laineux, lesquels se sont éteints il y a environ 10 000 ans. Des archéologues canadiens ont retrouvé un navire 150 ans après sa disparition dans les eaux de l'Arctique du Canada. Ce navire marchand s'appelle le HMS Investigator. Il a été acheté en 1848 pour rechercher le bateau de l'explorateur Sir John Franklin qui s'était perdu lors de l'expédition du passage du Nord-Ouest. Le HMS Investigator a donc quitté la Grande-Bretagne en 1850 pour cette opération de sauvetage. L'équipage de l'expédition, dont le capitaine était Robert McClure, a fait appareiller l'Investigator. Il a réalisé que ce qu'il cherchait se trouvait dans la dernière étape du passage du Nord-Ouest, la route maritime à travers l'Amérique du Nord. Mais avant qu'il ne puisse naviguer dans la mer de Beaufort, le navire de 122 tonnes s'est retrouvé à son tour coincé dans l'épaisse glace. L'équipage a passé l'hiver dans le détroit du Prince de Galles. L'été suivant, McClure a de nouveau essayé de naviguer jusqu'à la fin du passage. Mais la glace lui a de nouveau barré la route. Là aussi, l'équipage a été obligé de quitter le navire. Il a dirigé l'équipage vers la baie de Mercy. Ils ont dû y rester jusqu'en 1853, lorsque l'équipage du HMS Resolute les a enfin secourus. Imagine un équipage de 60 personnes qui a dû passer 3 hivers dans l'Arctique sans même savoir s'ils allaient survivre. Plus tard, le navire a été retrouvé, se dressant dans environ 11 mètres d'eau. Il était en très bon état. L'eau de l'Arctique avait empêché le pont extérieur du navire de se détériorer rapidement.
On peut clairement voir la silhouette du navire et le bois dont il est fait. De plus, les archéologues ont découvert des artefacts sur la terre ferme laissés par les marins. Ils avaient tout déchargé avant d'abandonner l'Investigator. 3 tombes de marins et une épave de la marine britannique ont également été découvertes dans la région. Sais-tu ce que c'est d'être obsédé par un seul mystère tout au long de ta vie? Non? Eh bien, le détective Anderson, lui, connaît bien ce sentiment. Pendant près de 30 ans de travail pour la police, il a résolu de nombreuses énigmes, attrapé des centaines de voleurs et contribué à sauver des milliers de vies. Il a résolu un grand nombre d'affaires avec succès. À l'âge de 25 ans, il a attrapé un voleur qui transformait son visage en se faisant des opérations de chirurgie esthétique une fois par an. Quand Anderson avait 30 ans, des prisonniers ont commencé à s'évader de prison du monde entier. Le détective a résolu cette affaire avec succès. À l'âge de 38 ans, il a découvert la base secrète d'une secte interdite dans la bouche d'un volcan. Dans la cinquantaine, il a réussi à expliquer toutes les choses les plus inexplicables du monde. Mais il restait une affaire qu'il ne parvenait pas à résoudre. Il s'agissait de 2 mystères des années 50, des cas d'avions disparus. Toutes ces années, Anderson a fait défiler les détails de cette énigme. Malheureusement, il était trop jeune quand cette histoire a commencé. Il n'avait que des suppositions et des notes. Mais aujourd'hui, une pensée soudaine l'a frappé. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il sent qu'il pouvait enfin résoudre ce mystère. Mais pour cela, il doit se plonger à nouveau dans cette histoire. Il a donc ouvert le placard et en a sorti 2 vieux magazines contenant des articles détaillés sur ces incidents. Le premier s'est produit pendant l'été 1955, le 1er juillet exactement. Le vol Pan Am 914 était sur le point de décoller de l'aéroport de New York avec 61 personnes à bord. Le modèle de l'avion était un Douglas DC-4. Il différait des avions modernes, ayant des hélices géantes au lieu de turbines. Tous les passagers ont attaché leur ceinture de sécurité. L'avion a commencé à rouler sur la piste, à accélérer et à décoller. L'avion allait en Floride, un vol de 3 heures. Les contrôleurs aériens surveillaient l'avion sur leur radar quand soudain, le Pan Am 914 a disparu. L'opérateur a essayé de contacter le pilote, mais n'a reçu aucune réponse. New York a signalé l'incident à la Floride. Ils ont répondu qu'ils ne voyaient pas l'avion non plus. Habituellement, les pilotes préviennent par radio si l'avion est sur le point de s'écraser ou entre dans une tempête. Mais cette fois-ci, rien. Après plusieurs tentatives infructueuses pour établir la connexion, ils ont déployé des opérations de recherche à grande échelle. La communication avec l'avion a été interrompue alors qu'il survolait l'océan Atlantique. La compagnie aérienne a donc dû admettre que l'avion s'était abîmé dans l'eau. Mais cette version n'était étayée par aucune preuve. Lorsque les avions tombent de cette façon, les sauveteurs trouvent des débris flottants. Certaines parties de la cabine ou des bagages remontent toujours à la surface. Or, cette fois, les sauveteurs n'ont rien trouvé. L'avion n'a pas émis de signaux de détresse et n'a laissé aucune trace de l'accident. On aurait dit qu'il avait simplement disparu dans les airs. Les gens ont oublié cette catastrophe pendant 37 ans. Et puis, quelque chose de bizarre s'est produit. 1992, Venezuela, aéroport de Caracas. La tour de contrôle a reçu un signal concernant un avion inconnu qui s'approchait d'eux. C'était bizarre, car il n'était pas censé être là. Il n'y avait aucun vol prévu à cette heure-là. L'avion était en train d'atterrir. L'aiguilleur et le reste du personnel de l'aéroport ont compris que quelque chose clochait. L'avion avait l'air vieux, avec d'énormes hélices au lieu de turbines. Après avoir atterri, le pilote a contacté l'aéroport. « Où sommes-nous » L'aiguilleur lui a demandé de s'identifier. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. « Nous sommes le vol Pan Am 914, parti de New York pour la Floride, avec un équipage de 4 personnes et 57 passagers à bord. » L'aiguilleur ne savait pas quoi faire. Lui et le personnel de l'aéroport ont compris à quel genre d'avion ils avaient affaire. Que faisait cet avion 37 ans plus tard et à près de 2000 km de sa destination ? Après quelques secondes, l'aiguilleur a allumé son micro et a dit « Nous sommes le 9 septembre 1992. Vous êtes au courant ?» Une longue pause a suivi. Puis, le pilote a répondu paniqué. « Oh non, Jimmy, où sommes-nous ? Non, ne vous approchez pas, partons d'ici tout de suite !» Le personnel de l'aéroport a vu le pilote agiter ses mains d'horreur à travers la vitre. Puis, il a démarré les moteurs et roulé vers la piste. Le Pan Am 914 a augmenté sa vitesse et a décollé.
L'aiguilleur a essayé de l'arrêter, mais le pilote n'a pas répondu. L'avion a disparu dans le ciel et personne n'en a plus entendu parler depuis ce jour-là. Le détective Anderson a fini de lire l'article. Il fronce les sourcils et regarde par la fenêtre. Des gouttes de pluie frappent la vitre. La tempête à l'extérieur correspond parfaitement à ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Il a l'air de savoir ce qui est arrivé à cet avion. Tous les indices sont là, sous ses yeux. Mais pour en être sûr, Anderson doit passer à l'affaire suivante. Il s'agit d'un autre article daté de 1989. Celle-ci s'est produite en 1954. Le vol 513 de Santiago Airlines a décollé de l'aéroport d'Allemagne de l'Ouest. L'avion devait atterrir au Brésil 18 heures plus tard. Il y avait 88 passagers et 4 membres d'équipage à bord. L'avion est passé derrière des nuages et a disparu des écrans radars. Les contrôleurs aériens ont essayé de contacter les pilotes mais n'ont pas reçu de réponse. 18 heures plus tard, ils ont contacté l'aéroport du Brésil. Les aiguilleurs brésiliens ne pouvaient pas confirmer l'atterrissage de l'avion et ne pouvaient pas non plus contacter les pilotes. L'opération de recherche a duré plusieurs mois, mais ils n'ont rien trouvé. Tout comme dans l'affaire du Paname 914. L'avion a disparu des radars alors qu'il survolait l'océan Atlantique. 2 ans plus tard, l'opération de recherche a pris fin et Santiago Airlines a cessé ses activités. Le 12 octobre 1989, les contrôleurs de l'aéroport au Brésil ont remarqué un avion de tourisme apparaître soudainement sur leur radar. Il n'a pas répondu aux questions du personnel de l'aéroport et s'est contenté de tourner au-dessus de l'aéroport. Au bout de quelques minutes, l'avion a atterri et rien. Personne n'a ouvert la porte. Les passagers ne sont pas sortis. Les pilotes n'ont pas répondu. L'avion était en parfait état. Un des aiguilleurs a réalisé qu'il s'agissait du vol 513 de Santiago Airlines, considéré comme perdu depuis 35 ans. Le personnel de l'aéroport s'est approché de l'avion et a ouvert les portes. Ce qu'ils ont vu les a terrifiés. La police, le personnel des douanes, les médecins, les détectives et d'autres membres du personnel de l'aéroport se sont rassemblés autour de l'avion. Personne ne savait quoi faire. Il n'y avait aucune personne vivante à bord qui pouvait expliquer ce qui s'était passé. L'avion avait disparu en 1954 et est réapparu 35 ans plus tard en parfait état, sans aucun dommage. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a compris ce qui s'est passé. Le détective Anderson a remarqué que ces deux histoires étaient très similaires. Le Paname 914 a disparu en 1955. Santiago Airlines 513 a disparu en 1954. La différence était de presque 1 an. Anderson s'est gratté la tête et a remarqué un autre petit détail. Les deux avions ont disparu des radars au moment où ils survolaient l'océan Atlantique. Il existe de nombreux mythes sur les vaisseaux fantômes et les phénomènes mystérieux liés au triangle des Bermudes. Le détective Anderson connaissait ces histoires, mais ces deux avions disparus l'ont rendu perplexe. Il a regardé 2 articles et a tout compris. Exactement, la solution était là, juste devant ses yeux. Les 2 histoires ont été écrites dans le même journal. Il n'y avait pas d'aiguilleur qui communiquait avec les avions. On ne savait rien des passagers. Aucun journal, sauf celui-ci, n'a publié d'informations sur ces avions disparus. Il semble qu'ils aient simplement pris la même histoire et changé les dates, les lieux et les noms des vols. Oui, l'affaire était résolue. Tout était faux. La pluie s'est arrêtée, le détective Anderson a regardé par la fenêtre et a entendu le bruit d'un train qui passait. Il s'est souvenu d'une autre histoire bizarre et inventée. Une histoire de train fantôme. Elle a eu lieu en Italie en 1911. 100 passagers sont montés dans le train de la compagnie ferroviaire Zanetti. Il a traversé une région montagneuse pittoresque et est entré dans un tunnel de montagne et a disparu. Personne n'a revu le train depuis. Tous les passagers étaient perdus, mais pas pour longtemps. Ils sont réapparus dans le passé. Dans des documents datant de 1845, un médecin inconnu de Mexico a écrit au sujet d'une centaine d'Italiens qui seraient apparus dans la ville de nulle part. Ils étaient tous habillés de façon étrange et parlaient d'un train mystérieux. C'était une histoire complètement inventée. Il n'y avait aucune preuve ni aucun document concernant ce train et les personnes qui y étaient montées. Ford a interrompu ses pensées. Le détective Anderson a décroché le téléphone. Il a écouté silencieusement la personne à l'autre bout du fil. 1 minute plus tard, il a répondu « Oui ». Le détective a reposé le téléphone. C'était un nouveau mystère à résoudre. Dans le désert du Sahara, les habitants ont remarqué un énorme navire qui s'est perdu dans le Pacifique Sud il y a 27 ans. Il n'y avait pas d'équipage à bord.
pas de cargaison et pas de drapeau. Personne ne sait comment il est apparu parmi le sable, mais de la boue s'est formée autour de lui à cause de l'humidité. On aurait dit que le bateau s'était téléporté là depuis l'océan. Parfait, pas de faux cette fois-ci. Le détective Anderson a mis son chapeau et a quitté son bureau pour aller enquêter. Mais cette histoire est pour une autre vidéo.